Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un très grand classique du programme de mécanique de terminale, le mouvement d'un projectile. L'objectif est simple. À la fin de ce cours, on saura comment modéliser et prédire une trajectoire de A à Z. Allez, c'est parti. Pour que ce soit bien concret, on va partir d'une situation que tout le monde connaît. Un service smashé au volleyball. Imaginez, le ballon est frappé, il part avec une certaine vitesse, à une certaine hauteur. La question qui se pose, c'est: est-ce que ce service est valide? Est-ce qu'il passe le filet? Est-ce qu'il retombe bien dans le terrain adverse? Eh bien, c'est exactement à ça que la physique va nous servir, à répondre à ces questions de manière rigoureuse, étape par étape. Mais bon, avant de se jeter sur la trajectoire, il nous faut l'outil essentiel, celui qui fait le lien entre la cause du mouvement, c'est-à-dire les forces, et ses conséquences, l'accélération, la vitesse, la position. C'est la loi fondamentale de la mécanique. Et cet outil, bien sûr, c'est la deuxième loi de Newton. Elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va faire. Ce qu'elle nous dit en résumé, c'est que si on connaît toutes les forces qui s'appliquent sur un objet, alors on peut connaître son accélération. Autrement dit, les forces sont la cause et l'accélération, c'est la conséquence directe. Alors attention, pour appliquer cette loi correctement, et surtout pour avoir tous les points le jour du bac, il y a une méthode à suivre scrupuleusement. C'est pas une option. On commence toujours par définir clairement le système qu'on étudie et le référentiel. Ensuite, on fait le bilan de toutes les forces extérieures qui agissent sur ce système, et c'est seulement à la fin, une fois que tout ça est bien posé, qu'on peut appliquer la deuxième loi de Newton. C'est cette structure qui va rendre la démonstration claire, logique et juste. Allez, appliquons cette méthode à notre ballon. Le système, c'est simple, c'est le ballon de masse 260 grammes. Le référentiel, c'est le sol, le terrain de volée, qu'on va appeler référentiel terrestre et qu'on supposera galiléen. Et maintenant, le bilan des forces. Là, on va faire une hypothèse simplificatrice qui est super fréquente dans les exercices. On néglige les frottements de l'air. Du coup, une fois que le ballon a quitté la main du joueur, la seule et unique force qui s'exerce sur lui, c'est son propre poids. Parfait. Maintenant que nos bases sont solides, on peut attaquer le cœur du problème. On va utiliser la loi de Newton pour trouver les équations mathématiques qui décrivent précisément la trajectoire du ballon. C'est là que la physique devient un véritable outil de prédiction. On applique donc la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m fois a. Ici, la seule force, c'est le poids P. On a donc P égale m fois a. Mais on sait aussi par définition que le poids, P, c'est m fois g. Donc on se retrouve avec m fois g égale m fois a. Hop, on peut simplifier par la masse m de chaque côté et on arrive à un résultat fondamental, l'accélération du ballon est égale au vecteur champ de pesanteur g. Ce vecteur, on le connaît, il est constant, vertical et dirigé vers le bas. Dans notre repère, ses coordonnées sont donc 0 moins g. Bon, maintenant qu'on a l'accélération, comment on remonte à la vitesse? On fait l'opération inverse de la dérivation, on intègre ou on cherche une primitive. La primitive de ax qui vaut 0, c'est une constante. La primitive de y qui vaut moins g, c'est moins g fois t, plus une autre constante. Pour trouver ces constantes, on se pose la question, que se passait-il au tout début, à t égale 0? Au moment du service, la vitesse est purement horizontale, elle vaut v0. Donc, à t égale 0, on a vx qui vaut v0 et vy qui vaut 0. Et voilà, ça nous donne les équations de la vitesse à n'importe quel instant. On continue sur notre lancée. Pour passer de la vitesse à la position, rebelote, on intègre une deuxième fois. La primitive de Vx égale V0, c'est V0 fois t. La primitive de Vy égale moins g fois t, c'est moins 1/2 de g fois t au carré. Et comme tout à l'heure, il nous faut les constantes d'intégration. On se place à t égale 0, le ballon est au point de départ, de coordonnées 0h. On en déduit donc les équations horaires du mouvement, celle-ci nous donne la position x, y du ballon à n'importe quel instant t. Et là, c'est l'étape décisive. On a la position en fonction du temps, mais ce qui nous intéresse, c'est la forme géométrique de la trajectoire, c'est-à-dire le lien entre y et x. Pour ça, il faut se débarrasser du temps t. C'est simple. Avec la première équation, on exprime t en fonction de x. Et cette expression de t, on la réinjecte dans la deuxième équation. Après un petit peu de calcul, on obtient une relation directe entre y et x. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? Une équation de la forme y égale a fois x au carré plus b. C'est l'équation d'une parabole. La trajectoire est donc parabolique. Maintenant qu'on a notre équation de trajectoire, notre super outil, on va enfin pouvoir répondre à la première question. Le filet se trouve à 9 mètres de distance. Est-ce que notre ballon passe au-dessus? Voyons ce que les maths nous disent. C'est simple, on prend notre équation et on remplace x par 9 mètres. Le calcul nous donne une hauteur y de 2,60 mètres.
Mais attention, petit piège classique, ça c'est la hauteur du centre du ballon. Comme le ballon a un rayon de 10 cm, son point le plus bas se trouve en fait à 2,50 m. Le filet, lui, mesure 2,40 m. Le ballon passe donc bien au-dessus, avec une marge de 10 cm. Première condition validée. Ok, le ballon passe le filet, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça suffit pour que le point soit marqué? Non. Il faut aussi qu'il atterrisse dans les limites du terrain, c'est-à-dire avant la ligne de fond, qui est à 18 mètres. Pour trouver l'endroit où le ballon touche le sol, on cherche la distance x pour laquelle la hauteur y est égale au rayon du ballon, c'est-à-dire 0,10 m. On reprend notre équation de trajectoire, et cette fois on cherche la valeur de x. Le calcul nous donne une distance de 7,5 m. La ligne de fond étant à 18 mètres, le ballon atterrit bien à l'intérieur du terrain. Le service est donc parfaitement valide. Voilà, on a résolu le problème en utilisant la dynamique, la loi de Newton. Mais ce qui est génial en physique, c'est qu'il y a souvent plusieurs chemins pour arriver au même but. On va explorer maintenant une autre approche, tout aussi puissante, et parfois même plus rapide, l'approche énergétique. Comparons rapidement les deux. L'approche dynamique avec Newton, c'est un peu comme regarder le film du mouvement image par image. On s'intéresse aux forces à chaque instant pour décrire toute la trajectoire. L'approche énergétique, elle, est plus globale, elle se fiche un peu du chemin parcouru. Elle compare juste la situation au début et la situation à la fin, en s'appuyant sur un principe de conservation. Et ce principe fondamental, c'est la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est simplement la somme de deux choses, l'énergie cinétique, liée à la vitesse, et l'énergie potentielle de pesanteur, liée à l'altitude. Et comme on a négligé les frottements de l'air, qui est la seule force qui pourrait voler de l'énergie au système, eh bien cette énergie mécanique totale reste parfaitement constante tout au long du vol du ballon. Regardons ces courbes, c'est un excellent exercice de type bac. On a 3 courbes, il faut identifier qui est qui. La courbe 3 est toute droite, constante. Facile, c'est l'énergie mécanique, puisqu'elle se conserve. La courbe 1, elle, diminue. Qu'est-ce qui diminue pendant la chute du ballon? Son altitude, Y, et donc son énergie potentielle de pesanteur. C'est donc la courbe de l'EPP. Par déduction, la courbe 2, qui augmente, c'est l'énergie cinétique. Et c'est logique, le ballon perd de l'altitude, donc de l'énergie potentielle, mais il gagne de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Il y a une conversion permanente de l'une en l'autre. L'avantage de l'approche énergétique, c'est qu'elle permet de calculer très vite certaines grandeurs. Par exemple, la vitesse du ballon juste avant qu'il ne touche le sol. Il suffit d'écrire que l'énergie mécanique au départ est la même qu'à l'arrivée. On isole la vitesse finale et le calcul donne 22,5 mètres par seconde, soit plus de 80 km/h. C'est une méthode super efficace quand on ne s'intéresse qu'à la vitesse, sans avoir à recalculer toute la trajectoire. Ok, on a bien décortiqué le problème, maintenant on prend un peu de hauteur et on synthétise tout ça. C'est le moment de sortir sa fiche de révision pour noter les points essentiels à retenir pour le bac. Voici donc les formules incontournables sur ce chapitre. D'abord, la deuxième loi de Newton, le point de départ de tout. Ensuite, l'expression de l'accélération en chute libre. Il faut savoir retrouver par intégration les équations horaires, puis l'équation de la trajectoire. Et enfin, ne pas oublier le joker, le principe de conservation de l'énergie mécanique. Et pour finir, quelques astuces de méthode, des pro tips pour le jour J. Premièrement, soyez des machines. Commencez toujours par définir le trio système, référentiel, force. Deuxièmement, les conditions initiales sont vos meilleurs amis pour trouver les constantes d'intégration. Troisièmement, le diable est dans les détails. Ne pas oublier les dimensions de l'objet, comme le rayon du ballon ici, ça peut changer tout le résultat. Et enfin, une bonne copie se termine par une conclusion bien rédigée qui répond clairement à la question posée au début. Pour conclure, une petite question pour aller plus loin. On a construit un modèle qui marche super bien, en théorie. Mais dans la vraie vie, on a négligé les frottements de l'air. À votre avis, comment cette force, qui s'oppose toujours au mouvement, changerait la trajectoire? Est-ce que le ballon irait plus loin ou moins loin? Et que deviendrait l'énergie mécanique? Se conserverait-elle toujours? C'est en se posant ce genre de questions sur les limites d'un modèle qu'on commence vraiment à faire de la physique.